Journée mondiale du refus de la misère 2025. Émission en direct à Libourne sur la maltraitance institutionnelle. Nous avons également Françoise Mel, qui est représentante régionale d'ATD Carmonde et qui est chargée de la diffusion et de la communication. C'est important aussi, ça, maintenant. Bonjour, Donc, je suis libournaise. et vous êtes libournaise. Nous avons Marie-Christine, également d'ATD Carmonde, plutôt l'antenne de Bordeaux, je crois. Oui, de Bordeaux. Et vous travaillez aussi au Haut Conseil du Travail Social. Et puis nous avons Brigitte Poisson, qui est un peu la chef d'orchestre de cette journée, en quelque sorte. Non, je suis animatrice sur le groupe local d'ATD Carmonde Libourne. Ouais, un petit peu chef d'orchestre. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on est tout un collectif, d'associations sur le Libournais. Et c'est ensemble qu'on œuvre pour cette journée. Il y a l'association de défense des droits des personnes accidentées, il y a le groupe, le GEM, groupe d'entraide mutuelle, le CIDF, le Centre d'information des femmes, la Consigne, l'association Les Signes de Vie, le CEL, le Grain de Sable, la Ligue des droits de l'homme et l'association Le Lien. Donc tous ensemble, nous avons pu organiser cette journée. Ouais, ça fait pas mal d'associations qui se sont groupées sur ce collectif. Et c'est pas la première année, ça fait quelques années déjà. Ça fait au moins plus de 25 ans qu'on travaille ensemble. Dans le même objectif, c'est le respect, la dignité de la personne. Et c'est pour avoir une force un peu plus grande, pouvoir rayonner un peu plus. Tout seul, on ne pourrait pas. Évidemment. Et c'est important de lutter contre la misère et la pauvreté. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est en augmentation largement, malgré des actions, malgré des efforts. Comment vous expliquez cette augmentation perpétuelle de la pauvreté et de la misère en France ? Oui, là, selon l'INSEE, les personnes qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, il y aurait 11,2 millions de personnes actuellement. Le problème, c'est un peu les prises de position politiques, en fait, qui ne sont pas faites pour les plus pauvres. Ne serait-ce que la nouvelle loi sur France Travail, là, sur le RSA rénové, qui fait que les personnes qui vont perdre leur sanction parce qu'elles ne sont pas allées à un rendez-vous, parce qu'elles sont malades, parce que elles vont perdre... En fait, le RSA, c'était le dernier filet de sécurité des personnes pauvres. Et maintenant, avec ce RSA rénové, cette loi qui permettra d'enlever de 30% jusqu'à la totalité des revenus, les personnes qui vont se retrouver sans revenus seront en dessous des seuils de pauvreté. Alors qu'on explique un petit peu, qu'on détaille un petit peu, en fait, désormais, le RSA sera soumis à des actions... Ouais. Alors la loi, c'est une loi qui a été promulguée en février 2025, je crois, où effectivement, les personnes qui sont au RSA doivent donner 15 heures de travail par semaine. Et si elles dérogent à cette règle, on peut leur supprimer leurs allocations. Et le problème, c'est que le nombre de personnes qui sont dans cette situation ne travaillent pas non par choix, mais parce qu'elles ne peuvent pas travailler. Et effectivement, comme il n'y a pas du tout de... les algorithmes font que les contrôles vont être beaucoup plus sur les personnes en situation de précarité. Et les personnes qui ne pourront pas faire le travail qu'on leur demande, qui de toute façon ne leur permettra jamais d'avoir un travail digne et ne les remettront pas de toute façon dans le travail, ça ne marche pas. Ils savent que ça ne marche pas. Mais bon. Moi, je voulais dire, je suis en invalidité. Et si on ne répond pas rapidement à leur questionnaire, et on nous enlève l'invalidité. Directement. En fait, c'est un moyen de sortir le plus rapidement possible les gens de cette aide qui est pourtant précieuse et absolument nécessaire. Oui, parce que sans ça, on ne peut pas vivre. En supplément, moi, je ne peux plus me baisser. Donc, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ces aides financières, qui considèrent que les gens qui en bénéficient sont des assistés et qui considèrent qu'eux font des efforts et les autres non. Et je pense que si déjà on déconstruit cette idée reçue, on arrivera peut-être à faire changer les mentalités. En fait, au Secours catholique, on a déjà fait une première étude au point de vue, au niveau national, et on peut considérer que déjà
à cause de ces nouvelles règles du RSA, on a déjà plus 10% de personnes qui sont dans le non-recours. Le non-recours, ça veut dire qu'on est découragé, qu'on ne va plus par peur, par colère, on ne va plus aller demander ses droits, d'autant que là, on est en partie sûr de ne pas pouvoir les obtenir. Donc du coup, on ne les demande même plus. Et là, on plonge directement, effectivement, dans la misère, parce que si on n'a plus aucune ressource, eh bien, c'est catastrophique, quoi. Donc ce RSA était essentiel pour la survie des personnes qui n'ont que cela. Et en fait, là, on met des barrières et des freins. Et donc là, on est vraiment dans le début, enfin, dans la maltraitance, dont c'est le sujet aujourd'hui. Ce RSA apporte une sorte de dignité qui permet d'aller recourir à des droits de Dignité, survivre un peu. vu le montant du RSA, C'est pas je sais pas, suffisant. je pense pas que ce Suffisant. soit de la On est en dignité. train d'enlever cette... Et on est en train, en tout cas, d'enlever ce dernier filet de sécurité auquel pouvaient prétendre les gens. Et le combat d'ATD Quart Monde, c'est de dire qu'il faudrait, pour combattre ce problème de maltraitance institutionnelle, que tout le monde ait qu'il y ait un minimum donné à tout le monde à partir de 18 ans. Pour que tout le monde ait un revenu inconditionnel. Le RMI, c'était inconditionnel. Il n'y avait pas de condition. C'est pas, c'est pas une condition d'être pauvre. On est pauvre et on nous aide pour être accompagné. Le RSA, c'est dans la façon dont ça se passe. Il n'y a plus d'accompagnement. Au niveau de France Travail, ils ont pas du tout, les personnes ne sont pas formées, les agents ne sont pas formés. Et donc, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des algorithmes qui disent, vous faites ceci, vous faites cela. C'est jamais des travails décents. Et il y a carrément des mairies ou des préfectures qui utilisent ce RSA conditionné pour dire, là, dans cet endroit-là, on n'a pas de salariés, on ne peut pas vous donner de salariés et les payer. Donc, les RMI, les gens qui sont en RSA, vous allez les mettre dans ce truc-là. Ça veut dire qu'ils vont nettoyer un cimetière pendant 2 jours. Après, ils vont aller faire autre chose ailleurs. Mais jamais ça va leur donner du travail de toute façon. Donc, non seulement... Le but ne marche pas. Non seulement ce n'est pas bon pour les bénéficiaires du RSA qui ne vont plus l'être, mais ce n'est pas bon pour les salariés non plus, puisque ça tire l'emploi vers le bas et Exactement. ça amène à de la main-d'œuvre très peu chère. Ça n'a pas de sens du tout. Donc il y a des choses à faire et il faut lutter contre. Comment lutter contre? Comment on peut faire, nous, à notre échelle, pour dire ça, on n'est pas d'accord? Et justement, on a travaillé donc essentiellement à l'appel de ATD Quart Monde. On a été plusieurs associations à essayer de travailler à une évaluation sur les problèmes que pose la maltraitance institutionnelle. Comment réfléchir ensuite à des solutions, faire des propositions d'amélioration et éventuellement un bilan pour savoir si les propositions ont pu être prises en compte et ont amélioré la vie des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir distribuer aux personnes que l'on reçoit au sein des associations, que ce soit le Lien, ATD, le Secours catholique et d'autres, et toutes les structures aussi qui reçoivent des personnes en précarité ou en difficulté, pour savoir là quel est l'endroit où est-ce qu'elles rencontrent des difficultés. Une des premières difficultés, c'est évidemment la dématérialisation. Comment on remédie aussi à cette situation, parce que c'est très compliqué de faire ces démarches sur Internet. Comment on remédie et comment on propose autre chose pour des personnes qui n'ont pas les moyens de remplir le document, d'aller sur Internet, tout simplement parce qu'elles n'ont pas accès à Internet. Donc il y a vraiment une grosse réflexion à faire et cette réflexion elle doit partir des personnes qui sont concernées. Et c'est là où le questionnaire intervient, où il va faire vraiment permettre aux personnes en difficulté de s'exprimer sur le sujet. Et les personnes concernées, d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que c'est un profil en particulier ou est-ce que ça touche vraiment toutes les tranches de la population, tous les âges, tous les... Il y a toutes sortes de personnes. Là, j'ai juste un exemple par rapport à ça. Ma voisine, elle n'a pas de téléphone portable et elle a que le fixe. Et on est venu pour lui mettre la fibre. Et on lui a dit, il vous faut un portable. Elle a dit, non, je ne sais pas m'en servir, je ne m'en servirai pas. Ah, mais on ne peut pas vous mettre la fibre. Si vous n'avez pas de portable, on ne peut pas vous mettre la fibre.
Elle dit, mais comment ça se fait? Moi, je la veux pour regarder la télé, c'est tout, ouais. Et téléphoner avec mon téléphone que j'ai. Et il a fallu que moi, je passe mon téléphone portable à ma voisine pour qu'on puisse faire les démarches et tout ça. Ouais, Et c'était la dame qui faisait les démarches avec mon téléphone. Et après, ils viennent sur moi pour m'envoyer les mails et tout ça. Mais bon, moi, j'ai pas besoin de ces mails-là. ça, Ouais, c'est énervant. est-ce que la thématique d'aujourd'hui, c'est la maltraitance institutionnelle? Est-ce que ça, on peut considérer que c'est une forme de maltraitance Oui. institutionnelle? Oui. Ou parce que ce sont des opérateurs privés, ça rentre pas dans la... Non, c'est une maltraitance institutionnelle. Alors, oui, Moi, j'ai eu un exemple à la mairie de Bordeaux. À la mairie de Bordeaux, j'ai été pour demander ma carte de bus. On m'a fait faire 6 services avant d'obtenir le bon service. Ça m'a fait pendant 3 mois. 3 mois, on m'envoyait d'un service à l'autre. Et comme je suis tenace, j'y suis arrivée. Mais quelqu'un qui en a marre, qui n'est pas tenace, eh bien, il laisse tomber. Hein. Mais c'est ce Et que... là, c'est une maltraitance institutionnelle. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est à la fois ça décourage les gens, puisque comme ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir ces droits, les gens n'y vont plus, ils sont isolés. Côté associatif, vous êtes un peu débordés parce que vous manquez de plus en plus de bénévoles et de gens, et tout repose sur vous, entre guillemets, puisque l'institution ne fait plus son travail. Donc ça va de mal en pis. ce que je voudrais rajouter, c'est qu'à TD Carmonde, quand ils ont commencé à lancer cette campagne là, sur la maltraitance institutionnelle, ils ont bien fait attention à parler de maltraitance institutionnelle des deux côtés de guichet. Parce qu'il peut aussi y avoir des travailleurs sociaux, des personnes à France Travail, des personnes dans les institutions qui sont contre. Il y a des assistantes sociales qui travaillent contre leur hiérarchie pour mettre en place des choses avec les bénéficiaires. Et justement, donc, dans mon travail au niveau, enfin, dans ma mission d'ATD au niveau du Haut Conseil du Travail Social, il se trouve que je suis pilote d'un groupe qui s'appelle Articulation Accès aux droits et accompagnement. Et il y a effectivement dans les institutions, dans les conseils départementaux, dans protection de l'enfance, enfin dans pas mal d'organisations, de structures, des gens qui mettent en place des choses. Par exemple, juste un exemple en Savoie, des éducatrices, enfin des services éducatifs, a demandé à des personnes à une administration d'aller à l'intérieur des prisons pour défendre les droits des prisonniers, qui ne sont donc pour le coup vraiment en rupture totale au niveau des institutions. Et donc il a fallu quand même bosser, et c'est possible. Les administrations sont rentrées à la prison et ont travaillé avec les détenus. Donc il y a des choses possibles. Il faut le dire haut et fort. Il y a des choses qui marchent. Il y a des choses Il y a possibles. des gens qui se battent et qui obtiennent des choses. Comment on se situe en Gironde globalement sur l'accompagnement à la pauvreté, à la misère, à la réinsertion, l'accompagnement aux associations et tout ce tissu social? Comment on se situe en Gironde? Je pense que un peu dans toutes les villes, il y a une myriade, plus ou moins importante, mais il y a plusieurs associations et les personnes qui sont en difficulté vont un petit peu connaître le réseau, mieux peut-être même que certaines associations, le réseau qui existe autour d'eux pour essayer de les aider. Donc on est tous complémentaires, il y a quand même un certain nombre d'associations qui œuvrent pour soutenir les personnes, les accompagner. Sauf que cet accompagnement, il va être limité parce que de toute façon, les personnes ont besoin quand même d'un rendez-vous avec une assistante sociale, ont besoin de les démarches, il faut les accompagner de justificatifs, et ça, on peut pas le faire à la place des personnes. On peut juste être à côté d'elles et les aider à le faire. C'est une complémentarité par rapport aux travailleurs sociaux, parce qu'on va jamais remplacer évidemment le travail important que font les travailleurs sociaux, mais en attendant, on peut essayer de les accompagner, d'essayer d'arranger quand ça s'est mal passé avec une administration, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va améliorer. Mais en fait, on va dire, un petit peu un pansement, et on essaye d'être un peu plus, mais on est un pansement, et c'est tout un réseau qui peut aider sur le plan alimentaire, sur le plan administratif, etc. Et au Secours catholique, on essaye de développer justement cette aide administrative
puisque là, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet, c'est on a des difficultés de plus en plus grandes pour accéder à ces droits. Et donc là, on a, on va dire, un rôle, je pense, important à jouer pour développer un peu ces aides administratives qui permettent aux personnes d'améliorer leur quotidien. Alors vous êtes à la fois un pansement et aussi une porte d'entrée, hein, j'ai entendu. La difficulté, c'est le premier pas, entre guillemets, la personne qui n'ose pas, qui est un peu en galère. Le premier pas à franchir pour aller voir une association et pour entamer une démarche pour recourir à ses droits, tout simplement. Oui. C'est ça le plus dur. Oui, alors au niveau d'ATD Quart Monde, en fait, on n'est pas à proprement parler un soutien, c'est-à-dire qu'on va rien donner aux gens. Mais par contre, l'ADN d'ATD Quart Monde, c'est la participation des personnes, ce que vous appeliez les personnes concernées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des thèmes de discussion, de travail autour de la maltraitance, autour de l'école, autour de la santé. Et il y a un travail de réflexion avec ces personnes qui sont concernées, qui donnent leur avis. Et l'avis de ces personnes-là en université populaire Quart Monde revient à, normalement, ça repart au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que normalement, le gouvernement sollicite beaucoup ATD Quart Monde. Bon, après, les sollicitations, ça suffit pas, par contre. Oui, C'est-à-dire que... il suffit pas de demander l'avis, il faut agir aussi. Voilà, souvent et ça. Mais en tout cas, au niveau des personnes, la démarche d'ATD Quart Monde, c'est de dire aux personnes, on a envie de vous écouter, votre parole compte. Et à partir du moment où, à partir de la parole des personnes, il est possible de monter des plaidoyers, justement, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux. C'est-à-dire que dans nos associations, on a on a différents niveaux et les différents niveaux vont pouvoir eux-mêmes agir au bon niveau, que ce soit député, que ce soit au national, les ministres qui sont concernés, etc. Et c'est de porter des plaidoyers à partir des personnes, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on voit, de ce qu'elles vivent en fait. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de partir des personnes et de ce qu'elles disent et de ce qu'elles vivent. Parce que c'est là, c'est elles qui savent ce qu'elles vivent. C'est pas nous, on écoute, on est à l'écoute, mais on va pas... Le relais se fait. J'ai l'impression que vous arrivez à toucher des personnes qui sont un peu engagées, qui ont envie de partager, de faire remonter des choses, etc. Comment faites-vous pour toucher des personnes qui sont dans l'isolement total, qui ont honte, qui n'ont pas forcément ni la connaissance, ni l'envie de s'investir dans des associations, des choses comme ça? Comment on fait pour aider ces personnes-là qui sont un peu en dessous des radars? C'est un peu la limite de notre... Enfin, Françoise va parler, mais c'est un peu la limite. Et effectivement, on sait qu'il y a plein de personnes qui restent sur le bord de la route, même si on ne voudrait pas qu'elles restent sur le bord de la route. Alors, ça se fait maintenant, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la paire-aidance. C'est-à-dire que ce sont les personnes paires qui vont rencontrer d'autres personnes qu'elles connaissent, qui vivent des situations, mais qui peuvent effectivement être des liens entre les travailleurs sociaux, les institutions, même les associations en fait. Et la paire-aidance, c'est vraiment hyper important en ce moment. J'essaie de donner un exemple pour vérifier que j'ai bien compris. Oui. Par exemple, un sans-abri dans ma rue que je fréquente moi-même et avec qui j'échange souvent, Oui. c'est moi qui serai le père et qui irai dans une de vos associations. Alors non, pour faire le relais, c'est non, pas ça. Vous n'irez pas dans l'association, mais vous l'amènerez à y aller peut-être. D'accord. Alors, C'est-à-dire que voilà, c'est une question de confiance, c'est la confiance qui se fait, ce qu'on appelle les tiers aidants, les personnes, la paire aidante, c'est-à-dire c'est des gens qui ont connu des situations de précarité, par exemple, et qui donc auront plus de facilité à rencontrer des personnes, plus de facilité à rencontrer les personnes de la rue, parce qu'elles y ont déjà été elles-mêmes, hein, et après qui vont effectivement les accompagner, les amener peut-être à devenir militants, ce dont vous avez parlé. Moi, je suis militante d'ATD Quart Monde et j'ai un exemple concret d'une personne, Yvonne, qui est décédée là il y a un mois. Et cette personne était à la rue. Moi, je passais souvent devant elle, tout ça. Et un jour, elle me dit « Mais Françoise, tu pourrais m'aider ?» J'ai dit « Ben oui, je vais t'aider. Déjà, tu peux venir prendre un café dans l'association, dans le mouvement où je suis. Puis on va discuter, on va faire des choses. »
Et elle m'a expliqué tout ça. Puis j'ai dit, en premier, on va d'abord aller refaire faire tes papiers d'identité, tout ça. Donc, elle voulait pas y aller toute seule. Donc, je l'ai accompagnée. Et c'est elle qui a parlé. Et après, on a fait la carte de sécurité sociale pour le logement, tout ça. Et ça a été très dur, mais c'est vrai que il faut, c'est à nous aussi d'amener la personne dans les associations qu'on connaît. Dans mon quartier, j'en connais 3 qui aident les personnes qui sont à la rue. Donc moi, je leur donne les adresses. Puis si je vois qu'elles ont du mal à y aller, Vous y allez je avec. les accompagne Vous pour y aller. Voilà. partagez un café tout ensemble Voilà. et après, c'est comme ça que la discussion se crée. Oui. Vous êtes toujours en plein cœur de la journée mondiale du refus de la misère et je suis avec mes invités Marie-Hélène, Brigitte, Marie-Christine et Françoise qui sont toutes les quatre militantes engagées dans diverses associations, Secours catholique, ATD Quart-Monde et également le Haut Conseil du travail social. Ça, c'est pour Marie-Christine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Haut Conseil du travail social ? Alors, le Haut Conseil du travail social, c'est une instance nationale qui a pour mission de veiller, enfin, c'est une instance de veille, en fait, du travail social. Qu'est-ce qu'on appelle les travailleurs sociaux ? Travailleurs sociaux, je crois qu'il y a 33 métiers du travail social. Donc, ce sont les personnes qui travaillent effectivement dans les associations, dans les structures, dans les instances, voilà, au niveau de l'enfance, au niveau des personnes accompagnées dans la rue, parce qu'avec des hébergements sociaux, enfin, c'est hyper vaste, il y a des travailleurs sociaux partout. Et du coup, le fait qu'ATD Quart-Monde, dans cette instance, on fait partie du collège des personnes accompagnées. Et donc, ATD Quart-Monde a été sollicité pour faire partie de ce siège. Et voilà la raison pour laquelle j'ai été sollicitée pour faire partie de... Vous êtes haute conseillère en Je suis haute conseillère travail du travail social. Et c'est vrai que je pense qu'on a notre place parce que quand, au niveau de cette instance, il y a quand même, par exemple, des directeurs d'institutions, des directeurs, enfin, des gens qui sont au niveau délégués syndicaux. Enfin, et c'est bien qu'il y ait aussi des gens de terrain. Parce que moi, en fait, au départ, j'étais éducatrice spécialisée et je peux faire le lien entre le travail social et les personnes accompagnées, effectivement. Et c'est important de dire, par exemple, si le numérique, c'est bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le côté de la route à cause du numérique. Donc, une des prérogatives de ATD Quart-Monde, c'est de dire le numérique, mais pas tout numérique. Oui. Remettons de l'humain dans les services publics, remettons de l'humain par rapport au numérique. Et voilà. Ce que disait Françoise, il y a plein de gens qui sont perdus, qui ne recourent pas à leurs droits parce qu'il faut faire les trucs en ligne et les enfants qui ont par exemple des enfants dans des camps qui n'ont pas d'internet, qui peuvent pas faire leurs devoirs parce que tout est sur Pronote, Oui. par exemple. Oui. Et Voilà. Tout les est ordinateurs utilisé. sont pas forcément distribués comme on le dit dans tous les lycées et dans tous les collèges. Pourquoi est-ce qu'on parle de maltraitance administrative? C'est parce que voilà, il y a des choses qui sont exprimées. Quel est le résultat? Même s'il y a des expressions, des associations, des personnes qui représentent les personnes en précarité, etc. Quel est le résultat ensuite? Et c'est l'idée, en fait, d'ATD, de monter ce questionnaire pour essayer de voir si on a eu des progrès ou pas, et là où le bas blesse, en fait. Peut-être que justement en local, c'est là l'idée de ATD, peut-être qu'en local, on peut faire des choses plus finement, on est plus proche des gens, on connaît un petit peu mieux les gens. Oui, sur notre petit groupe local d'ATD Libourne, on a voulu essayer avec d'autres partenaires, avec le Secours 4, avec la Consigne, avec d'autres associations qui sont dans le collectif, de travailler sur un questionnaire justement sur la maltraitance institutionnelle pour essayer de faire un état des lieux un peu dans le Libournais, comment ça se passe dans le Libournais pour les personnes. Voilà, faire un état des lieux, voir ce qu'il en est, voir ce que les gens vivent, ressentent, et à partir de là, essayer de voir quelles sont les situations, à partir des difficultés, des situations, qu'est-ce qui peut être amélioré en fait. Qu'est-ce qui peut être Qu'est-ce qu'on peut amélioré ? trouver comme solution? Le but, c'est d'essayer de trouver, d'améliorer les choses. Voilà. Ouais. C'est pas seulement de faire un constat.
Voilà. Que ce soit dans les institutions publiques ou les associations privées, les collectifs, Oui, oui, tout à fait. etc. Et que ça pourrait être aussi auprès même des professionnels, hein, s'ils veulent répondre à ce questionnaire. Donc, ça va être à nous de le distribuer. Et là, on va profiter de cette journée pour distribuer ces questionnaires et puis le faire connaître, en parler. Et on espère avoir toutes les réponses début d'année 2026 et pouvoir après faire le bilan en suivant. En tout cas, sur les pistes d'amélioration, vous m'avez confié le journal Résistance, qui est le journal du refus de la misère 2025. Et je vois que les pistes d'action, elles sont déjà clairement écrites, hein. Remettre de l'humain dans les services publics, se former ensemble pour faire évoluer les institutions, garantir des moyens convenables d'existence sans contrepartie. Et c'est là tout l'objet de la question de tout à l'heure sur la modification du RSA. Donner aux services publics les moyens d'exercer leur mission, parce que c'est vrai que si on supprime de plus en plus de postes, le secours catholique est directement concerné, on a appris ça ce matin, forcément ça devient compliqué d'aider les gens et faciliter les démarches administratives, vous en parliez notamment sur le numérique. Les constats ils sont faits, les moyens d'action ils sont faits, après ça dépend de plusieurs instances pour que ce que vous demandez soit appliqué. Ça dépend un petit peu des résultats que nous aurons, parce que donc on verra si ça peut concerner parfois un séjour à l'hôpital, parfois un mauvais contact avec un service public, parfois dans une école, parfois ça peut être dans tous les domaines. Donc on a listé une partie, mais ce n'est pas exhaustif, hein. C'est là où toute personne devrait trouver de l'aide et de la protection, et là où elle ne le trouve pas et que au contraire, elle va trouver face à elle un geste, une parole, une action ou un défaut d'action, une négligence, et qui vont la mettre en difficulté, la mettre en colère éventuellement. Et donc, du coup, comment on peut remédier à ces situations où les personnes sont, au lieu d'être en confiance, sont méfiants, du coup, et là où leur situation pourrait s'améliorer, eh bien, elle empire. Est-ce que la maltraitance institutionnelle est volontaire, toujours, ou est-ce qu'elle peut être involontaire, liée non pas aux personnes, mais au système? Comment dire? On a un petit peu une petite idée quand même de comment ça se passe. On ne peut pas dire qu'elle soit... Bien sûr qu'elle est volontaire quand on dit aux gens, mais si vous venez pas à mon rendez-vous, on vous enlève vos droits. Bien sûr que c'est volontaire quand on met du numérique partout, quand on ne donne pas les outils dans les écoles pour les enfants en situation de sans-papiers, etc. Bien sûr que c'est volontaire quand on dit toi, tu es immigré, tu t'en vas, même si ça fait 10 ans que tu es là. Quand on dit en protection de l'enfance à des parents, non, vous ne participez pas au projet de votre enfant parce que c'est pour son bien. On a décidé que pour son bien, il n'était pas avec sa petite sœur. Pour son bien, vous n'allez pas venir le voir le dimanche parce qu'il n'y a pas de sortie de dimanche. Enfin voilà, c'est bien sûr que ça peut être volontaire. On ne peut pas dire que voilà, si c'était pas volontaire, ça serait pas à ce point-là diffusé partout. Ça serait pas généralisé comme ça. Et forcément, il faut combattre tout ce système-là, quoi. C'est volontaire, mais je pense que ça peut être aussi subi par les personnes qui travaillent dans les institutions. Voilà, les deux. Ouais. Tout à fait. C'est volontaire au niveau systémique, mais ce ne sont pas des maltraitances liées directement aux personnes qui... Pas toujours. Non. Pas toujours, mais ça peut arriver. Oui, et c'est pour ça que, juste une parenthèse, il se trouve que au mois de novembre, on va faire un travail avec les travailleurs sociaux de l'ERTS Nouvelle-Aquitaine pour sensibiliser justement les futurs travailleurs sociaux, étudiants au CFA de l'ERTS pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il peut y avoir de la maltraitance de leur part, du coup, sans qu'ils s'en rendent compte. Juste peut-être parce qu'ils vont répondre à leur hiérarchie et qu'ils ne vont pas se rendre compte des impacts. Parce qu'en fait, la maltraitance institutionnelle, tout le monde peut y être un jour ou l'autre dans sa vie confronté, à l'hôpital, dans une école, dans une administration, sauf que la différence, c'est que l'impact pour les personnes accompagnées, elle est énorme.
Parce que ils ont déjà des droits qui sont pas mis en place pour le logement, pour la santé, etc. Et il faut savoir que les droits sont indivisibles. C'est-à-dire que dans les droits de l'homme, les droits, c'est indivisible. On a droit à la santé, au logement, au loisir, au travail, etc., etc. Mais quand on a, au niveau de la maltraitance, quand on a un droit qui est supprimé, c'est une escalade avec tous les droits, tous les autres droits. Par exemple, Marie-Alette Grard, qui est la présidente d'ATD Carmonde, disait l'année dernière à un pôle politique que des enfants qui étaient relogés, des enfants de squat qui étaient relogés et qui avaient eu la chance de garder leur même école, les maîtresses disaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Maintenant, il est beaucoup plus à l'écoute, il a des résultats meilleurs. » Ben oui, parce que l'enfant en question est depuis dans la rue. Il vit dans un logement comme tous les copains de l'école. Donc ça change tout. Il y a autre chose aussi qui peut être souligné, ce sont les profiteurs des défaillances de ce système. Je donne un exemple là parce que je l'ai vécu, qui font croire à des gens qui cherchent un visa pour renouveler leur titre de séjour, etc., qui font croire qu'ils vont leur donner, et en fait ce sont des fausses institutions, et la personne se retrouve un an après où on lui dit non, c'est pas valide, c'est que du faux. Oui, alors en effet, alors ça, je ne l'ai jamais encore rencontré. Alors, il y a les arnaques. Je pensais que vous vouliez parler de la fraude, mais la fraude, c'est un pouillème. En fait, il faut se rappeler, parce que c'est toujours ce dont on parle, ce qui fait un peu les veaux-gras de certains médias. Mais en réalité, la plupart des personnes voudraient travailler, voudraient avoir un logement, voudraient avoir une vie stable et vivre dans la sécurité, non pas dans l'insécurité permanente, qu'elle soit financière, au point de vue de la santé, au point de vue du logement, etc. Donc, en fait, il faut savoir que c'est ce pourcentage-là. Alors, peut-être qu'il faut y remédier. Bon, ça permettrait peut-être de donner un peu plus à ceux qui y ont droit, mais il n'empêche que je pense que c'est pas un sujet que de penser que toutes les personnes qui sont en demande et qui ont besoin d'aide, sont des fraudeurs et n'ont pas envie de travailler, etc. Il y a quand même beaucoup de préjugés de ce côté-là, et je pense qu'il faut lutter contre cela parce que ça, c'est une forme de maltraitance. Oui, puis ça crée un climat de suspicion qui est pas favorable à la solidarité, au vivre ensemble. Et en parlant de fraude, comme le dit Marie-Hélène, peut-être qu'il y a de la bienveillance avec les gros bonnets qui fraudent des milliards et dont personne. Mais par contre, eux, ils ont une petite bienveillance qui leur fait à leur égard. C'est pas pour... On n'est pas dans la maltraitance là. Est-ce que il y a des actions à Libourne qui ont été ces dernières années qui ont été remarquables, soit faites par vous, soit faites par les services municipaux, les CCAS ou départementaux, la maison du département? Alors, il y a un livret qui est distribué par la CALI, un livret qui liste tous les services selon les domaines, famille, santé, droits sociaux, etc. Il y a un livret qui existe, qui a été édité en 2024. Je l'ai, moi, sous le coude. Il peut nous servir dans les accueils, dans nos équipes locales, pour pouvoir orienter les personnes. Alors, il existe ce livret. Mais après, voilà, comment il est diffusé, comment les personnes en ont connaissance, comment les bénévoles des associations en ont connaissance, ça, c'est parfois plus compliqué. Mais bon, ça, par exemple, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif qui a été fait. Très bien, merci beaucoup ATD Carmonde et Secours catholique et Madame du Haut Conseil au travail social. Mais avant tout ATD Carmonde. Merci en tout cas pour merci cette... Une production IT Radio.